Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Mardi soir, il est 20h, on est en direct. Comme toutes les semaines, c'est iWeek, toute l'actu de l'écosystème Apple en live. Je suis très heureux de vous retrouver. Une fois n'est pas coutume, c'est encore une soirée très chargée. Et comme le savent mes camarades, le sommaire de l'émission, allez, on l'a bouclé ces dernières minutes. Je voudrais tout de suite vous saluer, les amis. Vous êtes tous les quatre réunis ce soir. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir Benjamin. Bonsoir à tous. Salut Jean-Christophe. Bonsoir tout le monde. Salut Eddy, salut Guillaume et salut Ellie. Programme très chargé. Il s'est passé beaucoup de choses ces dernières heures, ces derniers jours. On va commencer par l'actu la plus récente, la plus chaude, puisque on s'y intéresse et on est en direct. C'est tout l'intérêt d'iWeek. L'actu la plus chaude, les amis, c'est la sortie. Alors pour les développeurs uniquement, mais déjà de ce qui se profile sur nos iPhones, nos iPads et sur les iPod Touch, c'est la prochaine mise à jour d'iOS. On parle déjà de la 9.2, alors qu'on va en parler. La 9.1 vient à peine de sortir pour le grand public. Est-ce que vous avez le temps de voir ce qui arrivait dans cette mise à jour 9.2 ? Principalement, et je pense que c'est pour ça qu'elle sort très vite, le support de Apple Pencil et donc de l'iPad Pro. Et rien que pour ça, il fallait une version parce qu'ils pouvaient pas donner trop de détails sur le fonctionnement de l'Apple Pencil à l'avance. Ça veut dire qu'il y a des choses à apprendre dans cette mise à jour, Ellie ? Moi, ce que j'ai vu principalement, c'était ça. Après, il y aura certainement des petites améliorations de choses et d'autres, mais principalement, c'est le support de l'Apple Pencil. Alors évidemment, on est ensemble et notamment avec Jean-Christophe Ving. Je rappelle que Jean-Christophe, tu es en duplex de San Francisco. C'est le matin chez toi comme chaque fois, hein. Tout à fait. Alors là, on est dans une semaine particulière où le changement d'heure est décalé, mais oui, il est midi. Et oui, c'est vrai, il y a plus que 8 heures en ce moment. Exactement. Ça dure quoi, ça dure 15 jours, hein, c'est ça, cette période-là. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, alors, on est en duplex avec toi, Jean-Christophe, parce que tu es allé voir Steve Jobs, le film, il y a quelques heures. Alors, tu sais quoi, on va tout de suite se tourner vers toi et vers San Francisco. D'abord, alors, surprise, on s'attendait à un démarrage en fanfare, et c'est pas vraiment ce qui est en train de se passer, on a l'impression. Non, c'est clair. Alors, je l'ai vu hier après-midi, en fin d'après-midi, on était 12 dans la salle. Non. Une salle de 300 personnes. Mais non. Si. Alors, ça, premier point, sachant que le système de diffusion américain est quand même assez particulier, il y avait en fait 2 salles dans le cinéma dans lequel j'étais, qui est un cinéma, pour ceux qui connaissent, juste à côté du Moscone Center, oui, là où étaient les Macworld avant. Ouais, bien sûr. Donc, il y a 2 salles dans un cinéma qui passe en fait le film toutes les heures en décalé, et il y a un autre cinéma en plus grand, un bloc de là, qui le diffusait aussi. Donc le fait qu'on soit 12 dans la salle, c'est effectivement un chiffre très faible. Après, je ne sais pas si les gens ont préféré d'autres séances ou l'autre cinéma. Ce qui est clair, c'est que il n'y a pas du tout la queue qu'on pouvait attendre après toutes les tonnes de pubs qu'a fait Universal sur le sujet. Il faut savoir que ça fait des mois que les émissions de télé de prime time sont saupoudrées d'écrans pubs, de bandes annonces diverses et variées pour le film. Ouais. Alors c'est d'autant plus étonnant, Jean-Christophe, que je crois qu'on en parlait la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière. Le film avait été sorti en avant-première dans seulement 4 salles. Et ça laissait présager justement une très forte affluence, ce qui a pas l'air d'être le cas. Tout à fait. Alors on peut se demander effectivement si cette idée de lancer le film en plusieurs fois ne lui a pas nui, notamment parce que il est sorti dans un festival et donc je dirais les critiques de cinéma se sont enthousiasmés sur l'aspect un peu différent du film, les dialogues d'Aaron Sorkin qui sont très très réputés, ce genre de choses. Mais en revanche, notamment à San Francisco, il faut voir que le film n'a pas du tout eu bonne presse quant à son sujet et ce qu'il en dépeint.
puisque et on en parlera peut-être dans un moment. Ah bah oui. C'est un très bon film que j'ai absolument détesté parce que ça donne une image de Steve Jobs qui voilà, si le film s'était appelé Jean Dupont, il aurait sans doute été regardable. Steve Jobs, avec ce qu'on en connaît, c'est très très dérangeant. Et je pense que ça contribue à une désaffection très rapide pour le film. Mais est-ce que c'est dérangeant parce que ça décrit l'homme tel qu'on suppose qu'il était, ou est-ce que c'est dérangeant parce que justement ça trahit ce qu'il était, selon toi? Selon moi, ça ne décrit pas Steve Jobs, ça décrit la vision que Sorkin a de Steve Jobs et qu'il a voulu faire rentrer dans son cadre. Sorkin, c'est le scénariste, hein. C'est le scénariste et le dialoguiste. Si vous regardez un peu la presse, on parle d'ailleurs du film de Sorkin parce que c'est son projet. On a eu du mal à trouver il devait travailler avec avec le réalisateur avec lequel il a fait Social Network, David Fincher. Ça ne s'est pas fait. Le film a été arrêté puis repris plusieurs fois. C'est vraiment la chose d'Aaron Sorkin qui, avec l'arrogance et qui vient de sa brillance aussi, mais qu'on lui connaît, explique que c'est son film, qu'il n'a pas fait un biopic, qu'il sait que le film est parsemé d'erreurs techniques, mais ça ne l'intéresse pas. Il a fait un tableau, il a fait une œuvre, et c'est à prendre ou à laisser. Ce qui, d'un point de vue cinématographique, se respecte, et en tant que spectateur, je n'ai pas passé un mauvais moment. Le film est bien tourné, les dialogues sont bien écrits. En revanche, voilà, appeler le film Steve Jobs, c'est pour moi un scandale. Ouais, alors je suis sur le blog de John Gruber, hein, Daring Fireball, ouais. un blog que vous connaissez peut-être, qui est d'une très très grande sobriété, on va dire esthétique. On peut lire que effectivement le film a réalisé un peu plus de 7 millions de dollars de chiffre d'affaires au box-office. C'est à peine plus que Jobs, hein, qui avait fait 6 millions 7 après le même nombre de jours. Perspective de box-office à 19 millions, ce qui est quand même pas extraordinaire si on compare à des films récents comme Jurassic World par exemple. John Gruber continue en disant le bouche à oreille va sans doute l'aider, mais en fait ce film c'est un film sur les relations entre un homme et sa fille, et je ne suis pas sûr que c'est ce que les gens attendent d'un film qu'on a intitulé Steve Jobs. Est-ce que ça correspond à ce que tu penses, Jean-Christophe? Tout à fait. Il y a un point intéressant sur les 19 millions projetés, c'est qu'il en a coûté 30. Donc on est déjà dans un pari plus que risqué si on est à 11 millions de pertes. Mais en effet, c'est ce que je après il y a l'étranger, hein, il y a l'étranger, il y a aussi l'exploitation à l'étranger. Effectivement. Ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de la vision de Sorkin qu'il veut faire rentrer dans le film, il a expliqué qu'il était un des rares à avoir parlé à Lisa. Lisa a attendu très longtemps, donc la fille de Jobs, pour s'exprimer, et effectivement, elle s'est confiée à Sorkin. Et c'est une ligne directrice du film. Qui, de ce point de vue-là, c'est extrêmement intéressant, et les trois actrices, puisque ce sont à trois époques différentes, jouent très bien, sont très émouvantes. Fassbinder, on en parlera, joue extrêmement bien. Je me suis pas dit à une seule fois qu'il ne ressemblait pas à Steve Jobs. En revanche, en effet, à voir tout le film à travers ce prisme, on perd tout ce qu'était Steve Jobs et tout ce qu'il a fait et créé, et c'est très dommage. Ouais. Mais c'est pas basé sur la biographie officielle de Walter Isaacson. On l'a dit, il l'a dit. Très honnêtement, pour avoir lu bien évidemment la biographie très attentivement, il y a beaucoup de choses qui ne s'y trouvent pas et qui ont été inventées et faussées. Notamment si je peux le gros problème c'est qu'en fait voilà le film s'appelle Steve Jobs, et comme ça a été dit, il y a plein de gens. Alors par exemple, il y a Walt Mossberg qui a eu l'occasion d'interviewer plusieurs fois Steve Jobs, de discuter avec lui. Il a bien dit, lui, moi, le film que j'ai vu, c'est pas un film sur Steve Jobs. Enfin, c'est pas le Steve Jobs que j'ai vu, c'est pas le film. Enfin, dans le film, il est totalement pas représenté. Mais est-ce qu'on risque pas d'avoir le gros problème, c'est ça, c'est qu'en fait, comme tu l'as dit, ça aurait été Jean Dupont, ça posait pas de souci. Le problème, c'est que là, c'est Steve Jobs qui s'appuie sur le bouquin de Walt Mossberg, qui en plus a été pas de Mossberg, de Walt Isaacson, qui est un bouquin qui a aussi été assez critiqué, même si c'était la biographie officielle.
beaucoup de points sur lesquels il y a rien à dire. Et le bouquin, en fait, voilà, le film, je l'avais pas vu, hein, donc j'ai pas vu du tout. Mais ce qu'il en ressort, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est un excellent objet filmique. En tant que film, c'est du très bon Danny Boyle et voilà, les dialogues sont toujours au couteau, etc. Mais par contre, pour les gens qui connaissent pas, alors il y a le danger qui est que pour les gens qui connaissent Steve Jobs, ils vont dire c'est n'importe quoi parce que ça s'appelle Steve Jobs, mais c'est pas du tout le gars qu'on a connu et ça représente pas du tout son histoire et c'est plein de faits qui ne sont pas non pas déformés, mais complètement faux, hein, faut bien voir ça. Et en plus, pour les gens qui connaissent, le risque c'est qu'en plus ils vont se dire bah ouais, mais ce Steve Jobs qu'on a vu dans le film, c'est vraiment voilà, on comprend, enfin le personnage ne va pas du tout ressembler à ce qu'il était en réalité. Donc autant voilà la biographie de Jobs, il y a un film qui était sorti donc il y a 1 ou 2 ans là qui a été un petit peu critiqué, mais moi j'avais trouvé que moi le personnage ressemblait et que l'histoire était à peu près bien tenue. Là le truc c'est que je pense qu'ils ont fait un peu leur trip et en fait vu les explications que Aaron Sorkin a dû faire autour du film, ben j'ai un peu de peur sur le film en lui-même. Ce qui est assez étonnant, c'est que j'ai l'impression que d'une semaine sur l'autre, on dit un peu tout et son contraire. J'ai eu l'impression que la semaine dernière, on disait que c'était un excellent film de cinéma, bien meilleur que le Jobs avec Ashton Kutcher. J'ai l'impression que là, on dit exactement le contraire. Non, je crois pas. Moi, j'avais d'ailleurs dit que c'est qu'en fait, c'est un très bon film. C'est un très bon film. Le nouveau film est un très bon film. Mais le problème, c'est derrière, on voit qu'au box-office, ça ne marche pas parce que peut-être que les gens attendaient autre chose aussi. Je pense qu'il y a aussi un décalage, c'est ce que disait Jean-Christophe, entre d'un côté donc la qualité du film, qui a priori est indéniable, et effectivement, là-dessus, Benjamin, tu le rappelais il y a 2 minutes, il y a eu des louanges au moment de sa présentation, et je pense que c'est justifié. Et puis, de l'autre côté, le sujet, le Steve Jobs, qui est malheureusement, comme le disait Guillaume, qui est pas le vrai Steve Jobs, ou un Steve Jobs totalement imaginé par Aaron Sorkin. Ouais. Et à mon avis, le décalage vient de là, et je pense que l'absence de succès viendra peut-être de ce décalage. Ceci dit, ça n'empêche pas le film d'être, je crois, en course pour les Oscars avec Fassbinder, il me semble, pour la catégorie du meilleur acteur. Absolument. Alors, relancer l'intérêt du film. Mais mélangeons pas Fassbinder et Fassbender, parce que c'est Michael Fassbender. C'est vrai qu'il a l'air d'être bien parti pour l'Oscar. Je voudrais saluer tous ceux qui sont avec nous, notamment sur Twitter, et qui ont commencé à nous envoyer des messages avec le hashtag iWeekTV. Voilà, il y a tous les fidèles habituels qu'on salue. À propos du film justement de Steve Jobs, c'est Dachette qui nous dit: on pourra faire 1000 films sur Steve Jobs, il y aura toujours des mécontents. Le personnage semble trop complexe. C'est vrai que c'est forcément compliqué, et il y a forcément un hiatus, une séparation entre ceux qui ont connu Jobs et ceux qui l'imaginent. C'est aussi peut-être parce que le personnage était complexe lui-même. Justement, moi, c'est ce qui m'a le plus gêné dans le film, c'est que pour moi, et il y a eu suffisamment de papier et d'encre qui a coulé sur Steve Jobs, le personnage est suffisamment complexe pour se suffire à lui-même. On n'a pas besoin d'en rajouter, notamment en expliquant que Next n'a jamais vraiment existé, mais était juste un cheval de Troie pour Jobs pour rentrer chez Apple, que en fait la démo du Mac, la première présentation du Mac, ils l'ont faite avec un Mac 512 parce que le premier Mac était incapable de faire tourner la démo. Enfin, sans rentrer dans des choses très techniques. Et ça, c'est pas grave, ça. C'est pas grave. C'est pas grave, mais c'est cousu d'erreurs, alors que justement, un portrait psychologique du vrai Jobs, je pense qu'il y aurait eu énormément de choses à dire. Ça veut peut-être dire que c'est le 2e film sur Jobs, mais c'est peut-être pas le dernier. Mais non, il y en a un 3e là qui arrive bientôt. Il y a Steve Jobs, The Man and the Machine, qui va sortir là, dans pas longtemps, d'après ce que j'ai vu, qui est une sorte plus de biopic, moitié documentaire, et qui essaye de s'appuyer uniquement sur des faits. Donc on verra. C'est le 3e, mais il est pratiquement en cours de sortie là aussi. Regarde, Elie, si on pense au nombre de livres sur Jobs que tu as dans ta bibliothèque, on peut bien faire quelques films. Oui, c'est vrai. Oui, moi j'en ai plusieurs dizaines, effectivement. Et c'est un personnage complexe, mais dans tout ce qu'on a pu lire et de tout ce qu'on a pu connaître, moi j'ai eu la chance de le connaître un tout petit peu dans ma vie professionnelle, voire de le rencontrer. Je pense que faire un film basé sur la relation avec sa fille,
c'est vraiment une partie très petite, même s'il s'est beaucoup réconcilié sur la fin de sa vie. Ouais. Je pense que Lisa n'était pas vraiment la chose la plus importante dans la vie de Jobs pendant très 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 longtemps. Ouais. Quand même, Jean-Christophe, bon, au final, t'as passé 2 heures au cinéma, t'as dû payer ta place $15 parce que c'est pas donné aux États-Unis. Voilà. En tant que cinéphile, est-ce que tu as quand même réussi à prendre du plaisir ou est-ce que ça t'a plombé? Alors, ça m'a plombé sur le moment, d'autant plus que je faisais mes devoirs pour préparer l'émission d'aujourd'hui. Ah, ça c'est gentil. Mais je suis parti en me disant qu'il faudrait que je le revoie, justement détaché de toutes ces considérations. Guillaume citait le papier de Mossberg qui est très bien et très touchant et qui rappelait que Citizen Kane s'inspirait de la vie d'un grand homme de l'époque. Qui s'appelait pas Kane mais Hertz, qui était un magnat de la presse. Et voilà, je pense qu'il faut le revoir en se disant qu'on ne voit pas Steve Jobs, mais qu'on voit une création de Sorkin. Et j'ai pas passé 2 mauvaises heures. Le film est tout à fait regardable. Voilà, mais il faut pas le voir il faut oublier son titre. Bon, voilà. En tout cas, Steve Jobs, le film en France, ce sera au début du mois de janvier, puisque, sauf si j'ai raté l'info, mais contrairement à ce qu'on a cru la semaine dernière, la sortie en France n'a pas été décalée. C'est bien pour le 6 janvier, hein, si je me trompe pas. Vous avez vu la même date que moi, les amis? Oui. Hein, c'est ça, hein. 6 janvier. Voilà. Merci beaucoup Jean-Christophe pour cette avant-première, grâce à toi, en duplex de San Francisco. On va marquer une toute petite pause et puis on va repartir sur toute toute l'actu de l'écosystème Apple. Il y a beaucoup de choses et moi je peux vous dire déjà qu'on n'ira pas au bout de ce qu'on a prévu ce soir, mais bon, ça fait le charme de l'émission aussi. À tout de suite. Voilà, iWeek, toute l'actu Apple en live, émission, épisode numéro 9, saison 3. On est le 27 octobre 2015, il est 20h17 si vous nous regardez en direct lors de la première diffusion. On attend vos tweets, hein, vos messages avec le hashtag iWeekTV. Voilà, vous nous rejoignez au fur et à mesure que sans doute que vous arrivez à la maison, que vous allumez votre box ou votre ordi, votre smartphone. Tiens, d'ailleurs, j'ai un message très important à vous faire passer. Je vous ai parlé des podcasts d'iWeek, vous savez, qui sont disponibles gratuitement sur l'iTunes Store. Depuis quelques jours, quelques semaines, vous avez 5 podcasts, 4 podcasts vidéo, du plus petit format jusqu'au format HD pour l'iPad par exemple. Et puis vous avez un podcast audio. Abonnez-vous, voilà, on aimerait bien remonter dans les classements sur iTunes et venir chatouiller nos petits camarades, notamment dans la catégorie technologie. Je crois qu'on a les moyens d'y arriver, donc on compte sur vous. L'actu en ce mardi soir, alors ça va beaucoup plaire à Guillaume, c'est la suite des rumeurs autour de l'iPhone 7. Miam. Miam, Guillaume va se mettre en pause syndicale pendant quelques instants. Ces rumeurs, elles nous annoncent peut-être un écran OLED de chez Samsung. Alors, on l'a déjà dit ici, hein, Samsung et Apple sont évidemment concurrents sur le marché des smartphones et des tablettes, mais ce sont aussi des partenaires, puisque Samsung est aussi un fournisseur pour Apple. En revanche, du côté des écrans, et notamment des écrans de l'iPhone, jusqu'à maintenant, c'était plutôt LG qui décrochait les contrats, et ce serait une vraie révolution. Eddie, je suis sûr que ça devait arriver, hein, parce que n'oubliez pas que Samsung fournit les écrans OLED de l'Apple Watch déjà. Donc ça indique que Apple à un moment donné doit faire un écran OLED. La technologie est là depuis un moment. Ils font de très bons écrans sur l'iPhone, mais il est temps de passer à l'OLED. Hein. Moi, je trouve que, je sais pas si c'est vrai, s'il sera dans l'iPhone 7, mais en tout cas, ça serait bien. Mais il y a une vraie volonté de la part de Samsung de se garder l'OLED pour lui-même, enfin pour soi jusqu'à maintenant. On est bien d'accord, hein. Mm-hmm. C'est une stratégie qui peut évoluer, ça. Hein. Vous croyez que vous croyez que c'est pas une volonté de Samsung? Bah, ils sont pas les seuls, hein. LG est très en pointe sur l'OLED aussi, hein. Il y a d'autres Android OLED qui sont pas Samsung. Et je croyais qu'Apple n'aimait pas l'OLED, notamment pour la fidélité des couleurs. Ah, mais ils ont peut-être progressé.
peut-être. Bon, après, a priori, de ce que dit l'article, il s'agit de tests, et l'iPhone 7, c'est encore un produit qui est lointain, puisqu'il sortira dans 11 mois maintenant. Il s'agit de tests, donc à voir maintenant si Apple est content des tests et si Apple est content, par exemple, de la restitution des couleurs. Maintenant, on verra bien dans 11 mois si effectivement il y aura de l'OLED ou pas. C'est vrai qu'on est encore un peu loin de la date de sortie de l'iPhone 7. Le 6S et 6S Plus viennent à peine de voir le jour. Mais oui, de toute façon, c'est une piste qu'Apple envisage, forcément. Ouais, en tout cas, là, ce qui est fou, c'est quand même quand ils disent dans l'article qu'Apple doit prendre une décision sur le type d'écran au plus tard en novembre pour un produit qui va sortir donc en septembre de l'an prochain. Ça montre un peu des fois l'avance de phase par rapport à nos attentes, c'est que effectivement Apple travaille très en avance sur les projets parce qu'après ils doivent préparer une production en centaines de millions d'exemplaires et donc les décisions se prennent très tôt. Ouais. Est-ce que tu fais référence à cet article de Patently Apple justement qui est absolument car j'ai lu le conducteur. Voilà, qui est le premier à avoir effectivement indiqué que des échantillons d'écran OLED de Samsung avaient été envoyés chez Apple pour des tests dans le cadre du développement de l'iPhone 7. Voilà pour cette petite news cette petite rumeur plutôt à propos du prochain iPhone. On va rester chez Samsung pendant encore quelques instants. J'imagine. Oh non. Ah ouais, désolé Guillaume. J'imagine que vous n'avez pas raté cette info à propos d'une nouvelle technologie de batterie qui sont des batteries assez étonnantes puisque ce sont des batteries flexible. Alors, ça ressemble à un petit bracelet. Le bracelet, en fait, est la batterie. Et Samsung a réalisé des tests. Ils ont réussi à tenir 50 000... Enfin, la batterie reste opérationnelle au moins pendant 50 000 torsions, ce qui correspond à 2 retraits du bracelet par jour pendant 35 ans. Je pense que d'ici là, la future Apple Watch 2, 3 ou 4 aura sans doute cessé d'exister. Samsung pour les écrans, Samsung pour les batteries. Hein? C'est des bonnes pistes. C'est des boîtes qui travaillent ensemble. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, on va revenir à une actu qui est plus immédiate, qui correspond aux dernières annonces qu'Apple a réalisées du côté du Mac. On a dit ces dernières semaines tout notre embarras à propos des nouveaux iMac, qui sur le papier nous font très envie, mais qui à l'arrivée sont en partie décevants. On a dit pas mal de mal du stockage interne. Petite précision aujourd'hui à propos de l'affichage des couleurs sur ces écrans, avec une différence entre l'iMac Retina 5K, donc le 27 pouces, hein, et le plus petit modèle qui, lui, est en 4K. C'est pas la seule différence, apparemment. J'ai lu avec attention l'article de MacG, qui doit être vrai, puisqu'ils ont fait évidemment tous les tests et les vérifications qui s'imposent, mais c'est à se demander s'ils font pas une croisade personnelle contre le pauvre iMac 4K, parce qu'il n'y a pas une news qui le descende pas, quoi. Alors, comment est-ce que tu résumerais la teneur de ce papier, Elie? Waouh, c'est assez technique. Je pense que Guillaume est plus compétent que moi dans ce domaine parce qu'ils essayent d'expliquer le codage de la couleur en 10 bits avec en plus les alpha channels et des choses comme ça. Donc, je ne sais pas comment le résumer facilement. On confirme, c'est technique. Voilà, Par contre, a priori, il faut savoir aussi que les iMac Retina de l'année dernière seraient passés également à une gestion de couleurs sur 10 bits avec la dernière mise à jour 10.11.1. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, si votre écran était auparavant gérer la couleur sur 8 bits. Alors ça, c'est marrant parce qu'on dit ça n'a pas l'air de faire beaucoup de choses. Moi, 8 bits, pour moi, ça m'évoque les consoles 8 bits d'il y a 20 ans, si tu veux, 25 ans. Donc, mais au niveau de l'affichage des couleurs, en tout cas, c'est important. Si on veut vraiment avoir un affichage très fidèle et surtout, par exemple, des meilleurs dégradés sur l'image, des choses comme ça. Donc, a priori, donc les iMac sortis l'année dernière, iMac 5K de l'année dernière, donc seraient également passés en 10 bits avec la mise à jour système 10.11.1. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ouais. Donc, ce serait pas que matériel, il y aura aussi un peu de logiciel derrière. En fait, donc ça veut dire que... Si j'ai bien compris, 10 bits ou 8 bits, dans un cas, on est en milliards de couleurs à l'écran, dans l'autre cas, on est juste en millions. Alors, ouais, c'est pas ça. On a l'impression que ça fait pas une très grosse différence, mais c'est vrai que quand on travaille sur
qu'on a besoin d'une très grande précision, effectivement, comme tu le dis, dans les dégradés, par exemple, bah ça peut effectivement avoir un impact. Et on se rend pas compte à quel point l'œil humain est sensible à la moindre variation de couleur. C'est assez hallucinant, en fait. Assez hallucinant. C'est justement. Donc non, c'est pas inintéressant, en fait, si vous faites du graphisme. Je dirais que pour Monsieur Tout le Monde, ça changera pas grand-chose. L'iMac 4K en 8 bits. La plupart de vos écrans sont en 8 bits depuis des années et tout le monde s'en contrebalance. Par contre, pour les gens qui font du graphisme, et là, c'est ceux qui seront intéressés par les modèles 27 pouces, donc, et 5K, là, pour eux, c'est bien assez intéressant. Est-ce que vous n'êtes pas étonnés, les amis, par la quantité de pubs, de pubs vidéo qu'Apple a mis en ligne depuis l'annonce des derniers iPhones? J'ai l'impression que ça ne s'arrête pas, qu'il y en a quasiment 2 ou 3 tous les jours. Oui, c'est pas étonnant. Ouais, mais j'ai pas le souvenir d'avoir eu une telle quantité de spots. Mais c'est vrai que la stratégie évolue un peu autour des publicités. Avant, on avait une publicité ou 2, 3 maximum par modèle, et puis ça restait, on va dire, sur les écrans pendant 2, 3 mois. C'est vrai que maintenant, on a de plus en plus de publicités. Effectivement, tu as raison, il y a quasiment une nouvelle publicité par jour. Et c'est un peu un changement de stratégie. On arrose. C'est pas étonnant dans le sens où ils ont dégagé. Il y a quelques temps, ils avaient dégagé leur agence et il y a beaucoup de choses qu'ils font maintenant totalement en interne. Donc forcément, ça a un impact aussi sur la façon dont ils communiquent. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, lancement des iPhones, il n'y a pas eu une seule pub jusqu'à maintenant. Enfin, j'ai pas vu quasiment de pub à la télé, en tout cas en France ces jours-ci, puisqu'en fait, ils ont pas besoin de faire de la pub sur le lancement du produit. En réalité, le nom iPhone aujourd'hui se suffit à lui-même. Donc tout le monde sait quand il sort et il se vend très bien pendant déjà pas mal de semaines. Par contre, je crois qu'Eli et Eddie sont pas d'accord avec toi, Guillaume. Et moi non plus. Peut-être qu'ils regardent pas les mêmes chaînes, je sais pas, mais moi j'ai vu. Écoute, je vois que des pubs Samsung, moi en ce moment. D'ailleurs, par tous les opérateurs, que ce soit Orange, Free, Bouygues ou SFR, ils font tous des pubs iPhone. Je suis d'accord avec oui, mais moi j'ai pas vu ces jours-ci, je regarde la télé, je vois pas de pub iPhone, je vois beaucoup les pubs Samsung qui passent à la télé, mais les pubs iPhone, oui, un peu plus depuis quelques temps, mais si tu veux, c'est pas au lancement. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas au lancement du produit même. T'as 1 ou 2 semaines facilement où il y a pas grand-chose qui se passe. Là maintenant, ça commence à arriver. Oui, je suis d'accord. Mais voilà. Et puis c'est vrai que bon, aux États-Unis, on arrive sur les grosses périodes de Thanksgiving, puis après il y aura Noël qui arrive, donc là c'est là où ils vont faire monter la sauce. Il y a 2 points à mon avis là-dessus, si on a encore une seconde. Évidemment. Ok. Alors d'abord, oui, on en voit énormément en prime time ici. Et quand tu parles du lancement, Guillaume, je me demande si justement il n'y a pas une idée de gérer la pénurie. On sait tous que lors des 15 premiers jours, c'est impossible de trouver un iPhone en magasin, et que là, ça commence à se remplir un peu. Effectivement, comme tu dis, on approche de Thanksgiving et du Black Friday, qui est la semaine des soldes aux États-Unis et de l'avant-Noël. Donc peut-être que c'est pour ça qu'ils les ont décalés dans le temps. L'autre point qui explique, je pense, la multiplication des pubs, c'est que maintenant, on a des pubs par fonction. Là, il y a des pubs pour l'Apple Watch en ce moment à la télé. Je pense que vous les avez aussi. C'est assez hallucinant de voir une pub de 20 secondes juste sur le côté. Tu peux avoir ta carte d'embarquement sur ta montre. C'est tout. Et puis une autre pub qui va être sur le comptage de pas. Et de la même façon sur l'iPhone. Avant, Apple nous montrait que les machines faisaient tout et essayer de mettre le plus de fonctions possible dans 20 secondes. Là, on a vraiment un découpage qui, je pense, explique la multiplication. Alors justement, c'est pour ça que je voulais vous amener sur ce terrain des pubs télé et vidéo pour Apple. L'une des dernières, en tout cas, elle date d'aujourd'hui. Elle met en scène un acteur qui a incarné Ray Charles, notamment au cinéma. Je pense qu'il a eu l'Oscar d'ailleurs pour son rôle. C'est Jamie Foxx. Et ben, je voulais vous proposer. Alors, elle dure pas longtemps. Elle dure 15 secondes. C'est du format. C'est vraiment du format. C'est même plus du format télé. C'est vraiment du format internet. On va regarder à quoi ça ressemble. Essayez de comprendre parce que je parle bien anglais et j'ai dû la regarder 2 fois pour peut-être comprendre de quoi il s'agissait. Hey Siri, flip a coin. Tails. Sci-fi western it is. Il en a fait une autre. Apparemment, Jean-Christophe a compris. Un peu moins difficile à comprendre. On a besoin de toi, Jean-Christophe. Moi, elle me plaît beaucoup. Donc l'idée, c'est de promouvoir Hey Siri et de voir que on peut utiliser Siri pendant qu'on lit un scénario pour tirer à pile ou face. Flip a coin, c'est tir à pile ou face. Ouais. Et Siri, donc tire à pile ou face, et dit, si ma mémoire est bonne, face.
Et donc, Jamie Foxx hésite entre 2 scénarios et choisit le scénario de western intergalactique, ce qui n'a pas l'air de lui faire très plaisir. Voilà. Et ben voilà, tu vois, j'ai bien fait de te la montrer parce que en fait j'avais toujours pas compris après 2 visionnages. On va continuer à dérouler l'actu avec des sujets. Alors certains sont brûlants en moins de 2 heures, d'autres sont en gros d'aujourd'hui. Je voulais qu'on s'arrête une seconde sur ce. Alors, c'est pas de l'actu brûlante, mais c'est vrai que ça correspond à une réalité et j'avais jamais mis de chiffres en face de cette réalité. Sur cette image que vous voyez pas très bien parce que c'est constitué d'un très grand nombre d'écrans d'iPhone en fait. C'est un tweetos qui a compté le nombre d'écrans de paramétrage d'un iPhone sous iOS 9.1 et il est arrivé à 45 écrans dans certains cas. Alors évidemment, ça suppose de tout paramétrer, de Touch ID, iCloud, etc. Mais c'est vrai que c'est histoire de dire que ça devient de plus en plus long, de plus en plus complexe, et ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit ces dernières semaines, notamment à propos d'iTunes. Ça devient un peu une usine à gaz finalement. Voilà, on perd la simplicité originelle qu'on appréciait. Je sais pas si ça vous parle. C'est la. Oui, ça me parle. Guillaume. Dans le sens où c'est un peu du bullshit. J'adore. Vas-y. Et non, oui, c'est forcément plus compliqué. Maintenant, faut quand même remettre ça en perspective. C'est dans un assistant au démarrage de l'appareil, assistant que vous voyez grosso modo une fois sur votre appareil, peut-être plus si vous restaurez régulièrement, donc là ça peut être plus pénible. Il y a une partie qui est un peu pénible, je l'accorde, c'est la partie légale, où en fait à chaque fois il vous dit est-ce que vous acceptez machin, oui, ok, on est obligé d'accepter, mais ça c'est toujours pour se protéger, même si personne de toute façon ne va lire réellement les conditions, etc. Après, il y a ce qui moi me gêne dans cette approche, c'est de dire ouais, regardez, c'est compliqué. C'est pas compliqué sur un assistant, faut vraiment relativiser un peu les choses. On vous dit pas non plus qu'il vous faut Bac+12, n'importe qui est capable de répondre à peu près aux questions qui sont posées. Et à la fin, le résultat, c'est, vous avez un appareil qui est fonctionnel et qui est plus sécurisé. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont liées à la sécurité de l'appareil. Sécurisation par iCloud, sécurisation de Siri, puisqu'il y a la fonction iSiri. Alors, par exemple, c'est gentil, mais quand même 5 écrans pour iSiri. Oui, Siri, il faut répéter 5 fois la même phrase pour qu'il ne se déclenche plus. À chaque fois que vous dites, dis Siri. D'ailleurs, mon téléphone va peut-être se déclencher maintenant. Bon, c'est bon. Donc, oui, il y a forcément une complexification par le fait qu'il y a plus de fonctions sur nos appareils, tout simplement, et qu'à un moment, il faut quand même les configurer. Soit vous dites, OK, on le fait maintenant au départ de l'appareil, lors de la première utilisation, et on n'en parle plus, et c'est très bien. Soit vous dites, quand vous l'utiliserez, peut-être il y a un truc qui va surgir et qui va vous obliger à faire 5 ou 6 fois les écrans plus tard. Moi, je pense que l'approche Apple, je dis pas que c'est la meilleure, mais au moins elle est claire, elle est cohérente, c'est la même sur tous les appareils. Et au moins que vous preniez un iPhone, un iPad ou quoi que ce soit, vous savez que vous avez le même assistant à faire. Et puis basta. Ouais. Donc pour moi, c'est un faux problème. Si je peux compléter. Oh, mais bien sûr. Oui, ça rajoute une couche de complexité. De là, en faire un article disant ouais, c'est plus compliqué. Oui, forcément quoi. Vas-y, Elie, je t'en prie. Oui, c'est un domaine que je connais parce que et je trouve que on en parle, mais peut-être qu'avant ils n'avaient pas compté le nombre d'écrans. Et en fait, j'ai fait cette copie, donc ces multiples copies d'écran moi-même, parce que à un moment donné, les commerciaux, dès qu'ils avaient un client qui voulait un peu un paramétrage d'un téléphone qu'ils venaient d'acheter, l'envoyaient chez les techniciens qui avaient d'autres choses à faire, et donc ça prenait du temps. Et donc je leur ai fait un petit guide de configurer avec votre client votre iPhone, et je leur ai fait une copie d'écran de tous les écrans qu'ils pouvaient avoir lors d'une configuration, disons sur lesquels il fallait s'arrêter, sur lesquels il pouvait passer parce que c'est des choses qu'on pouvait régler après. Et il y en a, il me semble, dans ce que j'avais fait, c'était avant iOS 9, et il y en avait pratiquement autant. Maintenant, il y en a certains qu'on peut passer assez vite et les configurer après, comme Siri ou comme Touch ID, parce que effectivement, si devant le client vous commencez à expliquer Touch ID, à le configurer et qu'il ne sait pas placer son doigt, vous pouvez passer 20 minutes. Mais c'est pas indispensable. Ouais. Mais sinon, je pense qu'il en avait pratiquement autant en iOS 8. Mais je pourrais vous le confirmer parce que j'ai ce document quelque part sur mon disque dur. Et je pourrais vous dire la prochaine fois combien d'écrans il y en a. Alors, il y a quand même, il faut toujours savoir qui poste ce genre d'infos. Je sais pas si vous avez eu la curiosité de regarder qui est Luc Wroblewski. Voilà. Non, vas-y. Luc Wroblewski est le fondateur de Polar, une boîte qui a été rachetée par Google. Eh oui. Ah, surprise. Voilà, ça veut pas dire que c'est pas vrai, mais voilà, il y a peut-être. Mais en plus, il y a un truc biaisé là-dedans, c'est que
comme j'ai dit, sur l'iPhone, c'est les mêmes fonctions partout. Donc, vous avez à peu près autant de chances de trouver toutes les mêmes fonctions sur tous les appareils Apple. Sur Android, le débat est forcément biaisé puisque l'Android que vous avez d'un constructeur à un autre ne sera pas le même. Donc, de toute façon, les écrans Touch ID, vous les aurez peut-être pas. L'équivalent Touch ID, vous les aurez pas. Les écrans pour Siri, vous les aurez pas forcément non plus puisqu'il n'y aura pas la même fonction intégrée. Donc, il y a plein de choses qui seront différentes. Et là encore, je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, mais comme tu le dis, en plus, le truc, il est biaisé. Enfin bon, bref, pas beaucoup d'intérêt. Bon, voilà. En tout cas, voilà. Je voulais vous donner cette info. Vous voyez, finalement, on passe 5 minutes sur un truc qui a l'air sans aucun intérêt. On va passer à une autre fonction qui est apparue. Alors ça y est, je l'ai retrouvé. Excuse-moi. J'avais 43 écrans dans iOS 8. Ah, donc t'étais presque à 45. Voilà. Donc c'est pas complètement faux, mais voilà. Il y a peut-être une volonté de montrer que c'est voilà. Et là, j'ai fouillé partout, hein. C'est toutes les possibilités, si tu actives toutes les options et tu vas dans tous les recoins. Hein. Bon, et écoute, voilà, très bien. Moi, de mon côté, j'ai un œil sur Twitter. Je voulais juste relever 2-3 messages. Céline qui nous dit que l'assistant est quand même très simple. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et Kael nous dit que les réglages de démarrage permettent d'avoir un aperçu général sur chacune des fonctions de l'iPhone et c'est pratique. C'est vrai que c'est pas complètement faux. Ça permet de faire une sorte de premier tour, premier grand tour du propriétaire. Oui, ça permet de se familiariser tout doucement avec l'appareil. Et je pense que cet assistant, il est quand même bien fait. Il aide vraiment l'utilisateur pas à pas. Et effectivement, comme le disait Guillaume, il faut savoir aussi ce qu'on veut. Hein. Si on veut avoir un appareil qui soit bien configuré et bien protégé, je pense qu'il faut en passer par ces quelques écrans qui, de toute façon, n'apparaissent qu'une fois. La première fois, on va utiliser l'appareil. Et après, voilà, une fois que c'est paramétré, c'est bon, tout roule. Alors, ça prend quelques minutes. Hein. Ça prend quelques minutes. Voilà. Oui, mais ça va relativement vite quand même. On va relativiser, évidemment. Il n'y a pas mort d'homme, tout va bien. Bon. Une nouveauté apparue avec iOS 9. En anglais, on dit Nearby. Je sais pas quel est le nom de cette fonction. Proximité. Proximité, voilà. Merci Guillaume. Je sais pas si vous avez déjà survolé les gorges du Verdon. Non. Non. Bon. J'ai fait, mais j'ai pas survolé. Proximité s'accompagne d'un certain nombre de survols dans iOS 9 et avec la mise à jour donc 9.1, un certain nombre de pays proposent désormais des mises à jour de certaines de leurs régions et c'est notamment le cas de la France avec les gorges du Verdon. Alors il y a une liste en fait d'une dizaine de pays. Il y a pas mal de sites au Japon qui sont survolés: Nagoya, Okayama, Osaka, Sendai. Sendai, c'est une ville technologique, non ? Il me semble que ce nom est associé à la tech, mais je ne sais plus pourquoi. On a Hawaï, Big Island pour les US. On a une région en Espagne, au Portugal, en République tchèque avec Prague. Voilà. Un petit peu d'évasion. On faisait référence la semaine dernière, Ellie, à ces écrans du nouvel Apple TV. Oui, absolument. Les économiseurs d'écran. Et d'ailleurs, on est très déçus parce qu'on ne les a toujours pas reçus. Les Apple TV. Hélas. Mais là, c'est imminent. Moi, je voulais vous faire une présentation ce soir en avant-première, et ben non, ils sont pas arrivés. Bon, on parle du 30, c'est ça, non ? Bah écoute, ce qu'il y a, c'est que cette fois-ci, comme on avait dit, on les avait commandés vraiment en avance de phase, de même que les iPad Pro, c'est-à-dire qu'Apple étant plus proactif et plus proche de son réseau qu'avant, on a vraiment commandé les produits très en avance, mais c'est pas pour autant qu'ils nous les ont livrés. Pour l'instant. Bon, bah écoute, on va être patient encore quelques jours. Je pense que on va pouvoir y consacrer une partie de l'émission de la semaine prochaine. Je m'avance pas trop quand même. Ah ben, avec un peu de chance, j'espère qu'on les aura reçus. Malheureusement, moi, je pourrais pas être parmi vous la semaine prochaine. Vraiment, je peux pas. Oh mon Dieu. Mais si j'ai des trucs, je donnerai des tuyaux à mes petits camarades. Bon, j'ai peur que tu me l'envoies ton Apple TV, je testerai sur mon ordinateur derrière. Là. J'ai commandé le mien. Donc je vais sans doute faire une démo mardi. Bon, si tu peux être là, génial. Je crains cependant que l'annonce de la défection d'Eli entraîne une baisse d'audience qui soit fatale non seulement à Week mais à tout Watch TV. Non, j'espère pas. Non, je plaisante. En revanche, ce qui est beaucoup plus préoccupant, c'est qu'on va parler de Microsoft pendant un petit bout de temps, puisque vous avez sans doute vu que Microsoft vient d'ouvrir
un nouveau magasin flagship, comme disent les Américains, donc un magasin porte-étendard, qui vraiment joue la provoque face à l'Apple Store au cube de verre de la 5e avenue, puisque ce magasin est aussi sur la 5e avenue, au croisement de la 53e rue. Et c'est apparemment un très très beau magasin Microsoft, qui sans doute est le signe d'un vrai renouveau insufflé par Satya Nadella, le successeur. Alors c'est un peu embêtant quand même. Le successeur de Steve Ballmer. Arrêtons de parler de... Qu'est-ce qui est embêtant? Tu penses que c'est embêtant parce que ça montre quand même que le renouveau de Microsoft, c'est Apple. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bah oui. Tu vois, tu vois la boutique, bon, tu mais des pommes partout à la place, c'est fini, c'est une boutique Apple. Et en fait, leurs derniers produits ont démontré grosso modo leur cible devenait à nouveau Apple. Alors ils ont fait quelques annonces produits, on n'en a pas parlé dans l'émission, c'est vrai qu'ils ont quand même sorti des nouvelles surfaces, dont le fameux Surface Book, qui a l'air plutôt pas mal branlé quand même, faut bien le dire. Il a l'air très très bien, de ce que j'ai vu. Mais qui reste une machine sous Windows, donc moi qui m'intéressera pas pour bosser, ça c'est sûr. Par contre, voilà. Pourquoi pas? Il montre clairement que Apple, faut juste rappeler la situation d'Apple il y a 15 ans, et c'est assez rigolo, il y a 15 ans, quand Apple était au plus bas, enfin même il y a presque 20 ans maintenant, quand Apple en 97 était au plus bas, tout le monde disait mais Apple il devrait arrêter de faire du matériel, il faut qu'ils licencient Windows, et puis voilà, et qu'ils arrêtent un petit peu leur délire. Et puis Jobs est revenu, il a dit non, nous on fait le matériel, le logiciel, et puis on va faire comme on pense, et on pense qu'on a raison, on va faire des beaux produits, ça va marcher. Et Microsoft a bien rigolé à l'époque, et puis ils ont bien rigolé avec l'iPhone, ils ont bien rigolé avec l'iPad, et finalement, ils font ce que fait Apple depuis quelques années. Donc d'ailleurs, il y a d'autres signes. C'est un juste retour des choses, je dirais presque. Maintenant, ils proposent une migration dans leur pub en disant vous avez un Mac, on va vous aider à passer à Windows 10, chose qu'Apple faisait dans leur campagne de Switch pendant longtemps. Donc maintenant, Microsoft incite les utilisateurs Apple à switcher vers Windows. Et puis il y a eu les déclarations de Ballmer il y a pas longtemps qui étaient un peu agressives vis-à-vis d'Apple en disant que en fait il regrettait d'avoir sauvé Apple quand Microsoft a investi 250 millions de dollars. Tout le monde sait que c'est ridicule, que c'était plus un coup de com' qu'autre chose, qu'Apple 250 millions à l'époque, surtout c'était dans des actions qui donnaient pas de droit de vote, etc. C'est pas ça qui a sauvé Apple, c'était plus un geste important de confiance qui les a. Il y a autre chose quand même. Il y a autre chose quand même. C'était pas la somme elle-même. Ils ont eu aussi voilà. Microsoft, ça les avait arrangés un petit peu à l'époque, puisque ça a permis aussi d'enterrer quelques histoires de licences en proposant des échanges de licences croisées. En particulier, il y avait pas mal de procès entre Apple et Microsoft, et que Microsoft n'était pas forcément en train de gagner justement sur l'histoire d'interface graphique. Et si Apple avait gagné ces procès-là, du coup, ça aurait peut-être changé énormément la donne. Mais à l'époque, Apple n'était quand même pas non plus dans une situation géniale, puisqu'ils étaient à 3 mois du dépôt de bilan. Carrément. Donc du coup, ils ont préféré dire on arrête tout. Et puis Microsoft a toujours son arme fatale qui était de dire on peut, si on a envie, arrêter le développement d'Office sur Mac. Ce qui là était franchement désastreux dans ce cas-là pour Apple, parce que déjà qu'Adobe et Quark & Co pensaient plutôt que le Mac était un problème plus qu'autre chose. Si Microsoft enterrait Office sur Mac, c'était mort quoi. Donc du coup, les 250 millions, certes, c'était un peu les broufs, mais dans le tas, il y avait quand même dans l'ensemble, dans le package, il y avait quand même des choses importantes pour Apple. Et puis il y avait une autre raison à l'époque, souvenez-vous, c'est que Microsoft était au bord du monopole et ils avaient besoin de maintenir un concurrent en face pour ne pas tomber dans les travées de la réglementation. L'autorité de la concurrence américaine risquait de leur faire des problèmes. Ils avaient intérêt, Microsoft, à permettre à Apple de ne pas sombrer. Pour résumer ça, je pense qu'on peut dire maintenant que Microsoft, c'est le nouveau Samsung. Mais c'est pas totalement faux. C'est pas totalement faux. En tout cas, c'est sûr qu'ils utilisent les vieux pots pour faire leur confiture. Je sais pas si c'est ça exactement le dicton. J'ai un petit trou de mémoire. En tout cas, regardez cette page sur le site américain de Microsoft. Les switchers, maintenant, Microsoft aimerait que ce soit des switchers qui soient du côté de Microsoft et qui quittent par exemple un MacBook pour aller vers la nouvelle Surface Book qu'on voit là. On est même dans le design de la page, on se croirait sur apple.com hein. Bien sûr. Non mais après le Surface Book, j'ai regardé un petit peu comme c'est un beau produit. Il est magnifique. Honnêtement, c'est un très beau produit. Comme j'ai dit, je serais pas client. Maintenant, c'est un produit chiadé, c'est-à-dire qu'en fait, tu as la finition, etc. Il y a de l'audace que parfois on se dit chez Apple, ça manque un peu d'audace. Et là, chez Microsoft, ils ont fait un produit qui est très audacieux. Donc pour ça, je dis que c'est plutôt bien.
Voilà. Est-ce que vous voulez une prédiction sur les prochains lancements de Microsoft? Je pense qu'on va franchir une étape lorsqu'ils vont nous sortir le Jonathan Ive de Microsoft qui va nous faire le commentaire du lancement. Tu crois? Ça va sûrement arriver. Oh, bah, Il y a mon camarade du haut qui voulait dire un truc. Au-dessus, là? Ouais, oui, moi. Je suis désolé, il a sous les bras. Je suis plus sceptique, moi, sur Facebook. D'abord, la tablette, en fait, qui s'enlève, d'après ce que disent les premiers tests, c'est un peu un gimmick parce qu'elle est très lourde. Et qu'il n'y a pas beaucoup de logiciels tablettes disponibles. Donc, en gros, on l'utilise beaucoup apparemment en mode laptop. Et pour le coup, en mode portable, moi, il y a cette espèce, alors je sais pas si vous avez une photo à montrer, mais le sur Facebook plié, en fait, qui est pas jointif, je trouve ça juste insupportable. Je déroule un article, mais je ne sais pas s'il y a une photo en bas. Mais tu as vu le Jonathan Ive, ça y est, il raconte l'histoire des produits. J'en étais sûr. Voilà, regarde, on y arrive. Voilà. Mais vous voyez de quoi je parle, je pense. Oui, tout à fait. Redis-nous quand même. La machine se ferme pas, en fait. C'est pas compact, en fait. Ça fait une charnière qui tourne. Mais je suis tombé sur un roman. Je suis tombé sur un roman. Mais ils ont tenté quelque chose qui était fidèle à leur philosophie. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'à une époque, Microsoft, quand ils montraient leurs tablettes, etc., ils disaient, non, on a fait des produits sans compromis. Puis en fait, tu regardais les caractéristiques, tu regardais ce que ça faisait. Les premières tablettes Windows Surface RT à l'époque, c'était juste ridicule parce que c'était des machines qui n'avaient que des compromis, en fait. Ils disaient pas de compromis. Alors que là, ils ont fait quelque chose qui est fidèle à leur idée et qui, pour le coup, est vraiment, je pense, réellement sans compromis. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de faire un truc qui soit vraiment un vrai ordinateur. Alors, c'est peut-être pas la meilleure tablette, etc., mais ça correspond bien à leur vision. On peut ne pas y adhérer. Je n'y adhère pas personnellement, mais je trouve qu'ils soient allés assez loin en termes en plus de design industriel. Ils ont fait quelque chose d'assez chiadé. Ouais. Moi, je dis plutôt bien. Ouais. Et alors, il y a un autre produit. Faites attention, c'est pas souvent que je dis bien pour Microsoft. C'est vrai. Attends, vas-y, redis-le, là. Vas-y, face caméra. Passons à autre chose. Non, je veux pas que tu m'enregistres, on va parler. Ouais, je t'ai raté quand tu l'as dit, c'est pas grave. Autre chose, il y a un autre produit qui a été annoncé en même temps que la Surface Book, c'est la Surface Pro 4, donc la tablette. Et Microsoft a profité de la campagne de com autour de ce lancement pour confirmer qu'effectivement, ça fait presque 2 ans, il y a bien eu un projet de tablette de Surface Mini de 7 pouces, puisque Panos Panay, qui est le vice-président de Microsoft chargé de toute l'activité device, donc appareil, avait un proto dont il se servait, et au dernier moment, la Surface Mini a été annulée et n'est pas sortie et ne sortira probablement jamais. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Alors, on va passer d'un sujet à l'autre. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un petit appareil qui s'appelle l'Eora 3D? Oui. Oui? Oui, c'est rigolo. Ouais, j'avais suivi ça, mais au départ, j'étais un peu sceptique. Ouais. Mais apparemment, ils ont réussi à obtenir leur financement et finalement, c'est un projet qui va se faire. Ah bah, c'est un système où on attache l'iPhone et qui tourne, et en même temps, ça fait un scan, 360 degrés, c'est un peu exagéré parce que l'iPhone ne tourne pas autour de l'objet. Mais ça fait un scan assez rigolo, en 3D, on va dire. Voilà, donc c'est ce cylindre qui sert aussi de support à l'iPhone. Et effectivement, ce cylindre est un scanner 3D. Alors, c'est un projet Kickstarter. En fait, c'est faux parce que ça permet de prendre une photo ou une vidéo en 360 degrés, mais dire que c'est un scan 3D, c'est pas possible, puisqu'en fait, même là, tu le vois bien dans l'image, il scanne le devant de l'objet en 3D, mais il fait pas le tour de l'objet. Il fait pas le tour de l'objet. Sauf si toi-même tu tournes l'objet, mais tu obtiens quand même un vrai relief. Relief, oui. 360 degrés, non. D'accord, effectivement. Alors, c'est un scanner 3D, effectivement. J'aurais pas dû. Il faut que je fasse hyper attention à ce que je dis avec vous. Hein. Vous êtes des 15 moments. Ouais. Ah, vous êtes des 15. Ah oui, non, vous laissez rien passer. Tu as tout à fait raison. Alors, je vais revenir quand même sur cette page Kickstarter parce que c'est quand même un très très beau démarrage. Ils cherchaient $80 000 de financement. Ils en sont à $460 000. Et il leur reste plus de 3 semaines. Autant vous dire que c'est très bien parti. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil pour souhaiter bonne chance à ce projet qui, de toute évidence, a pas trop besoin de notre soutien parce qu'ils sont partis pour déchirer et casser la baraque. Tiens, en parlant
si je peux, juste une petite info en parlant de nouveaux produits Kickstarter qui arrivent sur le marché. Je vais recevoir, parce que ça y est, il est parti au bout d'1 an de développement, le petit produit qui a changé 5 fois de nom, donc je sais plus le nom actuel, qui permet de piloter un Apple TV, mais aussi d'autres produits avec des gestes. Et donc je vais probablement le recevoir dans les jours qui viennent et je pourrai vous le montrer. Et c'est très rigolo, c'est une sorte de je sais plus comment ça s'appelle ce produit sur Microsoft qui réagit aux gestes. Kinect. Et qui permet directement avec un geste de couper le son de la télé, de lancer quelque chose sur l'Apple TV et des choses comme ça. Kinect. Oui, voilà, Kinect. Donc il y a une société qui a fait ça pour Apple et c'est assez rigolo. Et donc ils étaient en Kickstarter, ça a mis du temps. Ils ont changé 5 fois de nom, mais ça y est, le produit va commencer à être livré. D'accord. Juste, je veux pas t'embêter, Ellie, mais regarde le titre de ce papier sur 9 to 5 Toys. Voilà. Oui. Il parle bien de modèles à 360 degrés. Alors, je l'ai pas vu marcher, hein. Moi, je persiste. Je vois pas comment tu peux faire du 360 degrés, du scan 360 degrés si le téléphone ne tourne pas autour de l'objet. Sans passer derrière. Je suis d'accord avec toi. On va saluer Gilles Dounès, notre camarade, qui aurait pu être avec nous ce soir. Je crois en fait qu'on s'est loupé. Gilles était dispo, on le savait pas, on l'a su au dernier moment. Et je pense que Gilles est devant sa télé ou son iPad. Donc on te salue Gilles et on te remercie parce que je crois que en plus t'as bossé pour l'émission de ce soir, donc c'est vraiment pas juste. Ouais, il est chez le producteur. Ah, il a bossé Gilles, donc on s'est mal compris, on va se rattraper. Effectivement, encore une nouvelle recrue chez Apple qui vient de chez Nvidia cette fois et qui confirme un petit peu plus les rumeurs autour d'un projet de véhicule autonome chez Apple. Quel est le rapport entre le directeur de l'apprentissage en profondeur chez Nvidia et un projet de voiture? Parce que ça demande beaucoup d'intelligence, tout ça, et ça se pose plein de questions. Je suis tombé sur un article assez intéressant il y a quelques jours par rapport à l'intelligence artificielle et sur le fait de savoir est-ce qu'une voiture serait capable de tuer en cas de besoin. De tuer en cas de besoin. Oui, c'est-à-dire quelle est la priorité qu'on met par rapport à un danger sur la route? Imaginons une situation où tu as 15 personnes qui traversent devant toi et tu as deux possibilités. Soit tu rentres dedans, tu risques de tuer 10 personnes, soit tu fais tourner la bagnole, mais tu risques de tuer la personne qui est à l'intérieur. Qu'est-ce que doit faire l'ordinateur à l'intérieur de la voiture? Je ne sais pas. Et ben voilà, tu vois, ça pose plein de questions philosophiques intéressantes et ça pose plein de questions sur comment doit réagir un appareil électronique par rapport à des situations où un humain se poserait peut-être pas la question de la même façon, tu vois. Et donc du coup, la recherche neuronale et tout ça, c'est très important justement pour ce genre de questions par rapport à des appareils qui vont devenir de plus en plus autonomes. Bon, plutôt que de nous plomber l'ambiance, tiens, je vais te repasser la main, Guillaume, puisque c'est toi qui nous as soufflé le sujet. On reparle d'Apple Music avec toi, mais cette fois de la fameuse bêta sous Android. Ouais. Ouais. Alors. Ça ressemble à Apple Music en fait. Hein. Étonnamment. Non, il n'y a pas grand chose à dire. Après voilà, c'est juste un petit clin d'œil. C'est vrai qu'on savait que ça allait arriver. Et puis ça s'approche effectivement. Bon, grosso modo, l'application Android va avoir les mêmes fonctions que l'application iOS, moins la partie, je pense, de gestion de la musique intégrée de l'appareil, puisque ce sera juste Apple Music et pas Apple Music et ma musique. Ce que je suppose. Oui. On va rester. Encore une petite info au passage rapidement, vas-y. si je peux, puisque tu venais de parler de deep learning, etc. Tesla avait sorti il y a 15 jours la version 7 qui permettait de faire du pilotage automatique aux États-Unis et ça frustrait beaucoup les Européens. Et ça y est, depuis vendredi dernier, c'est arrivé en Europe et en France. Et donc tous les utilisateurs de Tesla aujourd'hui ont une voiture qui freine, qui accélère, mais où le volant tourne tout seul et c'est un peu flippant. On a essayé, mais ça marche assez bien jusqu'à 165 km à l'heure sur autoroute. Il faut garder les mains près du volant, mais c'est une expérience à vivre. Jusqu'à quelle vitesse tu as dit? Jusqu'à 160. 130. Donc à 165, il se désactive. 130 km à l'heure. Ellie, tu vas perdre des points ce soir. Bon, on va rester avec toi, Guillaume, pour les 3 dernières minutes de l'émission. Vous restez tous avec nous, mais on a 2 infos à vous donner, des infos un peu techniques. D'abord, un moyen de regagner l'espace. 1,5 giga sur l'installation d'Office
2016 pour Mac, explique-nous Guillaume. Alors je vous explique, c'est le jour où je me suis rendu compte que l'installation d'Office, des applications Office version 2016 était particulièrement lourde à cause d'une technologie qu'Apple intègre désormais dans les Macs qui s'appelle le sandboxing et qui permet d'isoler les composants, qui oblige les composants des logiciels à être isolés. Et pour contourner certaines limites de l'OS, désormais quand vous installez Word, Excel, PowerPoint et Outlook, donc les applications d'Office et OneNote qui fait aussi partie d'Office maintenant, eh bien chaque application a un dossier de police intégré qui est caché dans l'application elle-même qui pèse environ 400 mégaoctets. Donc 400 mégaoctets, multiplié par 5 applications, ça fait à peu près 2 gigas. Et en fait, donc j'ai cherché une méthode pour faire un peu de nettoyage, puisqu'en fait, normalement, les polices, avant, elles étaient dans le dossier bibliothèque à la racine du disque dur, et ça marchait très bien. Donc il n'y a pas de raison que ça marche pas comme ça. Donc j'ai fait une petite application, un petit script, en fait, un programme Apple Script. Vous double-cliquez dessus, ça vous demande le nom et le mot de passe d'administrateur de l'utilisateur, qu'il m'envoie aussi, parce que comme ça, moi, j'ai besoin d'informations sur vous. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et ensuite, en fait, il va supprimer il va créer une copie, en fait, des polices dans le dossier police à la racine du disque, et il va supprimer les polices surnuméraires qui sont des doublons, en fait, qui sont juste des doublons, quadruplons, ce que vous voulez, quintuplons. Et donc, du coup, ça permet d'alléger énormément l'espace sur la machine. Voilà. On gagne 1 giga 5 à peu près. 1 giga 5 sur ce giga d'installation, c'est pas si mal. Hein. Pas mal du tout. Excusez bien. Il nous reste, 2 minutes pour un autre petit cours de techno là, appliqué au Mac. Parle-nous des modifications dans utilitaire de disque sous El Capitan, donc la toute dernière version d'OS 10. C'est relativement simple. El Capitan, l'utilitaire de disque, est devenu un peu pourri. Mais surtout Apple a retiré des fonctions. Alors c'est des fonctions un peu avancées, en particulier une qui s'appelle le RAID, R-A-I-D, ce qui signifie Redundant Array of Independent Disk. Et en fait ça permettait par exemple de prendre 2 disques durs et d'en faire un seul. Alors ça permettait, pourquoi on fait ça? Souvent c'est utilisé sur des configurations un peu costauds, serveurs par exemple, pour soit accélérer les performances, soit faire en sorte que si un disque tombe en panne, l'autre continue de tourner, on se rend pas compte qu'il y a une panne, on a juste à changer de disque et en mettre un nouveau. Et donc, Apple a viré toutes ces fonctions dans l'interface graphique d'utilitaire de disque. Avant, il y avait un petit onglet qui s'appelait RAID, on prenait 2 disques, on faisait un petit ensemble et c'était très pratique. Et maintenant, il va falloir sortir la ligne de commande ou trafiquer avec une ancienne version de l'utilitaire. Et ça, c'est bien dommage qu'Apple retire des fonctions comme ça. Ils vont peut-être les remettre dans le futur, mais pour le moment, ils ont décidé que c'était un peu trop compliqué, donc ils l'ont viré. Et c'est triste. Et alors enfin, il y a un dernier point que je voudrais qu'on mentionne. C'est bête, mais ce serait trop dommage que vous ratiez un avion, par exemple, un matin, si votre réveil ne sonne pas. Et c'est ce qui risque d'arriver si vous activez les mises à jour nocturnes d'iOS. Guillaume, oui. Tu veux continuer tant que tu y es ? Ah si tu veux, non, c'est juste qu'en fait il y a une fonction de mise à jour automatique. Quand vous avez une mise à jour qui arrive, votre iPhone vous dit si vous voulez je l'installe pendant la nuit. Et le problème c'est que des fois les alarmes, il redémarre le téléphone une fois qu'il a fait l'installation de la mise à jour, donc très bien. Sauf que les alarmes du matin risquent de pas se déclencher, donc vous n'allez peut-être pas entendre effectivement votre alarme pour vous réveiller. Et vous allez courir après l'avion, vous allez le rater et vous allez peut-être ne jamais rencontrer la femme de votre vie ou je ne sais pas quoi. Voilà. En tout cas, vous pourrez pas dire que c'est de notre faute parce qu'on vous aura prévenu. Non, voilà, faites les mises à jour tout de suite. Ou surveiller que l'appareil est bien démarré, qu'il n'y ait pas de souci. Absolument. Je voudrais vous remercier tous les 4 d'avoir été là. Jean-Christophe, doublement merci parce que tu as assuré pour nous la couverture de Steve Jobs à San Francisco. Il a bien vendu. Belle journée à toi, Jean-Christophe. C'était un plaisir de le faire pour vous. Merci beaucoup, merci Eddy. On te retrouve sur tablettetactile.net évidemment. Et à très vite dans iWeek. Guillaume. Salut et Ellie aussi, plaisir comme d'habitude de passer cette heure avec toi et avec vous. Merci de votre fidélité. Vous pouvez continuer à nous écrire et à nous envoyer vos tweets sur iWeek TV. Il y a plein de messages qu'on n'a pas encore eu le temps de lire, mais on va vous répondre tranquillement après l'émission, qui sera en replay très très vite dans la soirée et en podcast évidemment. Abonnez-vous et aidez-nous à péter les classements sur iTunes. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Watch TV où les programmes continuent. Salut à tous.